Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan fréquent et vous avez bien raison. Le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, s'est adressé ce mardi à son peuple, à la nation malienne. Depuis les attaques coordonnées, simultanées, complexes de samedi 25 avril, le président restait introuvable et les spéculations allaient bon train. Certains estimaient que lui aussi, à l'instar de son numéro 2, ministre de la Défense, il aurait lui aussi été tué. D'autres disaient qu'il était en fuite. Quoi qu'il en soit, maintenant, on le sait, il est toujours là. Avant l'intervention qu'il a adressée justement, l'allocution qu'il a adressée à son peuple, Assimi Goïta a rencontré l'ambassadeur russe à Bamako. Évidemment, ils se sont entretenus à propos de ces attaques lancées par les rebelles de l'Azawad et les djihadistes de Guinée. Assimi Goïta donc a tenu tout d'abord à relater les faits, comme l'avait fait avant lui le chef d'état-major général de l'armée malienne. Donc, il a clarifié la situation, il a bien relaté ce qui s'est passé tout en rassurant, en disant que la population, pardon, en disant que la situation était sous maîtrise et qu'il y avait des opérations de ratissage pour venir à bout de ces attaques qui ont été lancées, mais qui ont fait tout de même beaucoup de dégâts, surtout du côté des civils, mais également, bien entendu, des membres des forces armées maliennes. Ces attaques complexes, coordonnées et simultanées, ont visé les localités de Bamako, Kati, Kona, Mopti, Gao et Kidal. Grâce à la promptitude et au professionnalisme des forces armées et de sécurité, un violent coup d'arrêt a été donné aux assaillants, dont l'objectif était d'installer un climat de violence généralisée dans les localités concernées. Grâce au sang-froid des hommes engagés et au maintien de la cohérence de la chaîne de commandement, le plan funeste de l'ennemi a été déjoué, avec la neutralisation d'un nombre important d'assaillants. Mais si on essayait de revoir ce qui s'est passé justement ce week-end au Mali, là où justement les attaques ont été lancées de façon coordonnée, tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois que les rebelles de l'Azawad et les séparatistes de l'Azawad coordonnent leurs opérations avec les djihadistes du JNM, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, les deux rébellions ont décidé finalement de travailler ensemble. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'ils ont dit, nous avons un ennemi commun, qui est le gouvernement central de Bamako, et donc il faut que nous mutualisions les forces pour que nous puissions lancer des attaques décisives qui feraient très mal à l'armée malienne. Et ils ont réussi. Ils ont réussi puisque justement, ils ont attaqué plusieurs villes, et vous l'avez entendu. Ils ont attaqué d'abord Bamako, ils ont attaqué Kidal, ils ont attaqué d'autres villes, justement comme celle où résidait le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, qui malheureusement a perdu la vie dans ces attaques. Et pas seulement lui, mais également des membres de sa famille. Donc c'est malheureux et c'est à juste titre que les Maliens rendent hommage à leur ministre de la Défense disparu.
Mais il y a tout de même des interrogations. Tout d'abord, j'ai entendu quelqu'un de l'opposition malienne dire que ces attaques prouvent justement que, en réalité, euh, ce que fait le gouvernement malien, ça veut dire ce qu'il appelle lui le tout militaire est une erreur. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le gouvernement malien continue de vouloir ramener la paix et la sécurité seulement par les moyens militaires. Donc, ce membre de l'opposition du Mali disait qu'il fallait que le Mali, tout d'abord, voit les modalités pratiques d'engager un dialogue franc avec tous les acteurs. Ça veut dire dialogue entre le gouvernement du Mali, le gouvernement de transition, avec les séparatistes de la ZEWAD, mais également les djihadistes du Guinéen. C'était membre de l'opposition que j'ai suivi sur les ondes de Radio France Internationale qui disait justement qu'il fallait engager un dialogue inclusif pour que la paix puisse être menée au Mali. Et pour lui, justement, ce qui s'est passé, surtout avec la prise de Kidal, qui est tombée entre les mains des séparatistes de la Zawad, prouve justement que ce tout militaire est un échec, puisque le gouvernement malien, depuis l'arrivée au pouvoir du régime actuel, le pouvoir avait fait de la prise de la ville de Kidal une priorité pour montrer justement que l'armée était capable de ramener la paix, de repousser les assauts, non seulement des séparatistes de la Zawad, mais également des djihadistes du JNM. Et vous voyez maintenant justement que cette prise de Kidal, qui était un symbole majeur dans cette lutte contre les rebelles, le fait même que Kidal est tombé encore une fois entre les mains des séparatistes prouve que les moyens qui ont été mis à la disposition de l'armée ne sont pas suffisants. Mais même si ces moyens étaient suffisants, il faudrait trouver d'autres moyens de ramener la paix plutôt que de vouloir tout simplement miser sur la lutte armée. Il faudrait engager le dialogue. Et donc, la prise de Kidal est quelque chose de très symbolique. Et vous savez que Kidal était gardé par l'armée malienne, mais également par les Russes d'Africa Corps, anciennement Wagner. Wagner, donc, ces mercenaires russes ont été remplacés par Africa Corps, directement sous la direction du pouvoir de Moscou. Et donc, vous voyez que même s'il y avait cette coopération militaire entre les Russes et les Maliens, cela n'a pas suffi à repousser les attaques des rebelles qui ont réussi à prendre la ville de Kidal. Donc, c'est un échec cuisant. Même si, comme l'assurent les communicants du gouvernement, mais également j'ai suivi la communication du ministère russe des Affaires étrangères qui indique que les militaires d'Africa Corps ont réussi à faire échouer une tentative de coup d'État parce que apparemment, ce qui était visé, c'était renverser le pouvoir, le gouvernement de transition, et donc prendre le pouvoir. Et donc, selon le ministère russe des Affaires étrangères, Africa Corps a réussi à faire échouer cette tentative de coup d'État. Et d'ailleurs, le premier ministre malien lui-même a indiqué que l'objectif principal était de renverser les institutions maliennes. Et donc, sur ce point-là, que ce soit le gouvernement malien, que ce soit la communication du ministère russe des Affaires étrangères, ce qui est souligné, c'est que
ce qui s'est passé n'est pas un échec, mais puisque l'objectif principal des rebelles, des assaillants, n'a pas été atteint, l'objectif ayant justement été de renverser les institutions nationales. Mais quand on essaie de voir justement le fait même de pouvoir tuer le ministre des Affaires étrangères, pardon, le ministre de la Défense, c'est quelque chose d'important. Je pense que pour les rebelles, cela témoigne justement de leur détermination. Et le porte-parole du JNIM, ce que justement le gouvernement qualifie de terroriste, leur porte-parole a indiqué qu'ils vont garder et ils vont continuer à maintenir la pression sur la capitale Bamako. Ce qui veut dire que la lutte n'est pas finie. Même si le président, le général Assimi Goïta, nous indique que de toutes les façons, les assauts ont été repoussés, qu'il y a maintenant des opérations de ratissage et de sécurisation, mais on voit que les rebelles eux-mêmes, ces assaillants qui ont lancé ces attaques, continuent d'être déterminés. Et peut-être que justement, comme le disait ce membre de l'opposition que je citais tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait voir comment engager le dialogue. Mais là, justement, on n'en est pas encore là, puisque les armes sont loin de se taire. Vous avez compris donc que la situation reste grave et surtout volatile. Et sur le plan des réactions, tout de même, il convient de souligner que les membres des pays de la sous-région et les organisations régionales comme la CEDEAO et beaucoup de pays d'ailleurs ont condamné énergiquement ce qui s'est passé au Mali. Ça veut dire tous les pays, même ceux qui n'ont pas de liens cordiaux avec le Mali, ont tout de même condamné ces attaques barbares. Et c'est très important à souligner. Vous savez que la CEDEAO, normalement, a des relations très difficiles avec les membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dont fait partie le Mali. Mais tout de même, la CEDEAO a tenu à condamner ces attaques. Comme le Bénin d'ailleurs. Le Bénin également a condamné ce qui s'est passé au Mali. Ce qui veut dire donc que le Mali, du moins jusque-là, bénéficie du soutien de la solidarité internationale. Mais tout de même, on a compris également lors de l'intervention du président Assimi Goïta que sans nommer personne, sans nommer aucun pays, il disait que ces attaques avaient été lancées justement par les séparatistes de la ZEWAD, mais également par les djihadistes du JNIM, mais qu'il y avait des soutiens internationaux qui leur fournissaient des renseignements et de la logistique. Ces attaques ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. Il n'a nommé personne. On a compris que certainement, il visait le voisin du Nord, l'Algérie. Vous savez que le Mali entretient des relations conflictuelles avec l'Algérie. Et selon certaines informations, l'Algérie, justement, ne serait pas étrangère à ce qui s'est passé, puisque c'est l'Algérie qui aurait négocié le retrait des Russes d'Africa Corps de la ville de Kidal. Ce qui veut dire que l'Algérie, tout de même, a son mot à dire dans les événements de ce week-end qui ont secoué le Mali. Pourquoi est-ce que l'Algérie serait impliquée à ce point?
Mais on comprend justement que la proximité géographique avec le Mali confère à l'Algérie tout de même le droit de voir, sans ingérer dans les affaires intérieures du Mali, mais du moins justement, puisque l'Algérie doit également contrôler sa frontière, il y aurait peut-être une implication, si, même si l'implication n'est pas directe, mais il y aurait au moins une participation indirecte. Vous savez que le Mali accuse toujours l'Algérie de soutenir des séparatistes de la Zawad. Et alors le fait même que l'Algérie a négocié le retrait des Russes d'Africa Corps de la ville de Kidal dit quelque chose de très sérieux. Et d'après encore certaines indiscrétions, l'Algérie aurait voulu se venger du Mali qui a, vous le savez, il y a 2 semaines, reconnu le plan du Maroc, le plan de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Vous savez, il y a un plan, on en a parlé ici, sur cette plateforme. Le Maroc a un plan d'autonomie sur le Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. Alors que vous savez que l'Algérie soutient le Front Polisario et veut justement l'indépendance du Sahara occidental. Voir que le Mali reconnaît le soutien, pardon, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a mécontenté, bien entendu, Alger. Et d'après certaines indiscrétions qu'on n'a pas vérifiées, il faut le dire, l'Algérie aurait été, l'Algérie n'aurait pas vu d'un bon œil la décision du Mali de soutenir le plan d'autonomie du Sahara occidental dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et cela, justement, aurait poussé l'Algérie à vouloir punir le Mali. Mais, je le dis entre guillemets, je n'ai pas de confirmation, ce sont des informations qui circulent dans les médias. Si cela devait être vrai, ce serait quand même grave. Ça veut dire que l'Algérie serait déterminée à en découdre avec le gouvernement du Mali. Et vous aurez compris que dans la déclaration, dans l'allocution du président Assimi Goïta, il s'est bien gardé de nommer qui c'est ce soir. Il n'a pas dit l'Algérie soutient les séparatistes de la Zawad. Non, il ne l'a pas dit. Il s'est contenté tout simplement de dire qu'il y a des pays étrangers qui fournissent des renseignements et de la logistique aux assaillants. Tout le monde aura compris donc que c'est l'Algérie. Et d'autres nomment des puissances étrangères. Vous savez, la France et les États-Unis avaient des bases militaires au Mali et ces bases ont été chassées, on va dire chassées. Ces bases militaires qui étaient en Algérie, au Mali, ont été priés de rentrer chez eux. Ce qui évidemment n'a pas plu également aux 2 pays occidentaux. Puisque le fait d'avoir des armées justement dans cette région leur permettait d'avoir un certain contrôle dans ces 3 pays du Sahel. Et donc, il y a la participation de la Russie qui soutient pleinement le gouvernement malien. Le gouvernement malien qualifie la Russie de partenaire stratégique, mais vous aurez compris également qu'il y a possiblement la participation de l'Algérie, peut-être également de 2 pays occidentaux que nous venons de nommer.
Et donc voilà, la situation reste volatile au Mali. On essaie de continuer de suivre la situation. Les autorités maliennes affirment que la situation est sous contrôle, mais cela tout de même rappelle des heures sombres qu'a connu le Mali en 2014, lorsque il y avait la prise presque, lorsque les rebelles avaient failli prendre la capitale Bamako. D'ailleurs, ils auraient réussi s'il n'y avait pas eu l'intervention de l'armée française dans ce qu'on a appelé l'opération Barkhane. Et voilà, on continue de suivre la situation, mais tout simplement, on dit au peuple, on essaie de suivre la situation, on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir, mais ce qu'il faut tout simplement souligner, c'est que ce peuple malien a souffert. Il y a eu non seulement la mort du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, Dieu et son âme, mais également il y a eu d'autres victimes. On comprend que la sécurité n'est pas encore totalement rétablie. Vous savez que le Mali avait connu des problèmes déjà d'approvisionnement en carburant, et donc c'est une situation très grave, et on est de tout cœur avec le Mali et les Maliens. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention, et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.